Le thème, c'est la parole publique des médecins dans le débat. Et oui, nos médecins de plateau, qui ont des petits soucis avec la justice. En tout cas, ils ont été envoyés devant la justice et il est intéressant de pouvoir voir un petit peu comment s'est déroulée leur réaction par rapport à la fois aux injections, aux balances risque, bénéfice, risque, et puis tout ce qui touche aussi le tribunal devant lequel ils ont dû faire face. Vincent. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Donc, effectivement, le thème de la parole publique des médecins dans le débat qui est fondamental. Et Oscar rappelait à quel point, effectivement, l'Allemagne avait laissé des trésors d'humanité à la terre entière par son activité philosophique, notamment, pour arriver à Marx. C'est un peu dommage. Mais on a un petit peu envie de dire la même chose. La France, évidemment, a elle aussi contribué à produire des connaissances incroyables, philosophiques notamment, médicales aussi, pour en arriver à des médecins de plateau télé. Voilà. Donc ça, c'est effectivement assez détestable, d'autant qu'on va le voir. Cette fameuse balance bénéfice-risque dont je vais revenir, je vais développer longuement ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. En fait, ça avait déjà été développé par un mathématicien philosophe. Donc, vous savez que je suis très attaché à cette figure de mathématicien philosophe qui s'appelle Jean-Leron d'Alembert. Que les étudiants en prépa connaissent et que les mathématiciens connaissent très bien, donc en tant que mathématicien pour un certain nombre de théorèmes, mais qui, comme beaucoup à l'époque, donc c'était au XVIIIe siècle bien sûr, était aussi un philosophe. Et effectivement, Oscar l'a rappelé, le XVIIIe siècle donc était le siècle des Lumières en France, avec énormément de philosophes et d'encyclopédies. Donc on verra pourquoi en fait d'Alembert avait déjà fait tout le débat qu'il avait d'ailleurs conclu cliniquement sur la question des bénéfices, des risques, et on va voir qu'en réalité, tout cela aujourd'hui a été oublié, curieusement, et notamment parce que les médecins, mais pas que les médecins, les universitaires, les journalistes, bien entendu, ne sont plus du tout au niveau. Voilà, donc sur le contexte, donc une plainte ordinale déposée donc par le syndicat Liberté Santé, qu'on peut saluer ici, qui fait un très très beau travail justement je dirais, de rappel à l'ordre des devoirs déontologiques des médecins. Donc, ce SLS, Syndicat Liberté Santé, a décidé de entraîner devant les tribunaux ordinaux ceux qu'il a appelés les 9 bonimenteurs. Voilà, donc avec je trouve un titre très bien donné, bonimenteur. Ça nous rappelle un peu les charlatans qui viennent raconter n'importe quoi et vendent justement des poudres de perlimpinpin. Pour le coup, c'était ici tout simplement les vaccins, et on va voir qu'on avait raison de se méfier des vaccins. Voilà. Donc il y avait le 27 mars à Montpellier le docteur Marty qui est passé, et puis le 31 mars, donc les professeurs Grimaldi, Lacombe, Deray et Mégarval qui passaient donc devant la chambre régionale donc du Conseil de l'ordre des médecins de Paris pour donc cette plainte ordinale. Alors que reproche le SLS à ces médecins de plateau télé, ces bonimenteurs? Eh bien, des graves manquements évidemment à la déontologie médicale, donc visés par les articles 13, 36 et 56 donc du code de déontologie médicale, donc qui est inclus dans le code de santé publique, notamment donc l'absence de prudence et de mesures dans les déclarations publiques, évidemment. Hein, on se souvient des vaccins qui sont sûrs et efficaces. Un défaut d'information clairvoyale et appropriée au public, on reviendra dessus, évidemment, on nous a caché largement l'idée qu'il y aurait des effets indésirables extrêmement graves, bien sûr la non-déclaration des conflits d'intérêts, notamment chez Madame Lacombe, et deux autres points intéressants, l'abus de crédulité publique. Alors ça, c'est important parce qu'on va voir effectivement que le débat sur la fameuse balance bénéfice-risque, alors il existe, il a été fait, donc, comme je vais le dire, entre Bernoulli et d'Alembert, donc au XVIIIe siècle. Néanmoins, il est quand même un petit peu technique et il y a des questions tout à fait profondes, philosophiques et morales à poser derrière qui ne sont pas si simples. Et hélas, on aurait aimé que 250 ans après Bernoulli et d'Alembert, eh bien, soit acquis donc cette discussion sur ce que c'est qu'une balance bénéfice-risque et si oui ou non on peut l'appliquer aussi facilement. Et donc, bien sûr, une confusion, nous dit le SLS, entre le rôle d'information scientifique et le rôle de conviction-persuasion. Voilà. Donc évidemment, on a confondu les deux. On vous a fait croire que les injonctions qu'on vous donnait, qui étaient faites pour vous persuader de prendre une décision, étaient en fait tout simplement une rôle d'information scientifique neutre. Voilà. Donc cette plainte n'a pas manqué de faire réagir à la fois les institutions et les acteurs eux-mêmes. Donc notamment la PHP qui dans un communiqué s'est offusqué que le SLS puisse avoir déposé plainte devant le conseil ordinal. Donc je vous cite le communiqué de la PHP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris.
Donc sur son site, la PHP déclare, je cite, la PHP exprime son plein soutien à 4 de ses professionnels convoqués hier, donc le 31 mars 2026, devant la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins. Les professeurs Karine Lacombe, Gilbert Deré, Bruno Megarban et André Grimaldi ont été assignés par le Conseil de l'Ordre des médecins suite à une plainte déposée à l'initiative d'une association anti-vax, voilà, donc comme ça c'est dit, dénommée Syndicat Liberté Santé. Donc les injures, les réductions, voilà. Leur objectif donc à ces gens anti-vax est de poursuivre les médecins et scientifiques. On se demande où il y a des scientifiques là-dedans, mais c'est pas très grave. Qui ont défendu la vaccination pendant la crise du Covid-19. Les textes législatifs, nous dit la PHP, qui encadrent les procédures ordinales, obligent aujourd'hui le Conseil de l'Ordre à admettre ces plaintes et à convoquer des médecins concernés en audience contradictoire. Cette obligation procédurale conduit ainsi à examiner, nous dit la PHP, des plaintes portées par des associations qui prospèrent sur la désinformation, bien sûr, le complotisme, l'intimidation contentieuse. Voilà. Donc, le retournement accusatoire dans toute sa splendeur. Et la PHP qui d'ailleurs ment, puisque les gens qui ont été convoqués, donc Karine Lacombe, Deré, etc., sont ce qu'on appelle des praticiens hospitaliers dans l'ensemble. Et quand vous posez une plainte contre des praticiens hospitaliers, il n'y a absolument aucune automaticité pour le Conseil de l'Ordre de poursuivre en audience, donc contradictoire, ces plaintes en question. Donc voilà, la PHP qui essaie de nous raconter n'importe quoi. Et une des raisons pour lesquelles ces gens-là sont passés devant le Conseil de l'Ordre, c'était que le Conseil de l'Ordre s'est lui-même associé donc aux plaintes qui avaient été formulées par le SLS. Voilà. Et donc, les institutions ont réagi. Donc, le Conseil national de l'Ordre a lui également réagi en disant qu'il s'agissait de procédures bâillons. Alors, donc, le Conseil national de l'Ordre nous dit sérieusement qu'on essaie de faire taire Karine Lacombe, Bruno Megarban, etc. Sûrement, mais oui, bien sûr. Qui ont des dizaines. Oui, exactement. Voilà, qui ont des dizaines et des dizaines d'heures sans contradicteur, je tiens à le dire. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, ce pauvre professeur Perron qui avait été invité tout seul, je crois, par Yvan Rioufol sur CNews. Alors lui, en fait, c'est l'Arcom qui avait été saisi parce que ce professeur Perron avait été interrogé sans contradiction. Mais alors tous les autres qui passaient leur temps, donc les Megarban, les Lacombe, les Grimaldi, les Deré, à raconter n'importe quoi sur effectivement voilà sans jamais la moindre contradiction. Surtout pas. On se pas poser une question ne serait-ce que factuelle, vous allez voir, et il y avait plein de manières d'en poser de manière très factuelle, en reprenant simplement, on va le voir, les déclarations faites par les autorités de santé elles-mêmes au niveau européen, au niveau français. Donc les institutions qui ont la PHP ou le Conseil national de l'Ordre qui ont raconté à peu près n'importe quoi pour essayer de défendre, et alors les intéressés eux-mêmes ont réagi. On va voir que les réactions des intéressés c'était à pas piquer des hannetons, comme on dit. Donc, quand Madame Lacombe est sortie de cette audience contradictoire, alors audience contradictoire qui n'a pas duré très longtemps, c'était prévu une demi-heure par personne. Quand bien même une demi-heure, c'était même pas, à mon avis, le temps dont on avait besoin pour faire toute la liste des absurdités, des atrocités qui ont été dites par chacun de ces praticiens hospitaliers. Donc Marc Doyer, vous le savez, Marc Doyer, donc porte-parole de l'association Vérité France, donc dont la femme Morissette a été atteinte donc d'une maladie de Creutzfeldt-Jakob quelques jours après seulement l'injection. Donc, il se bat pour que, tout simplement, les morts de la vaccination soient reconnus comme tels. J'avais fait un petit hommage à Mélanie Maupas, qui était morte il y a quelques semaines, effectivement, d'une maladie de Charcot, qui pour le coup avait été parfaitement reconnue par la pharmacovigilance, les CRPV, donc comme étant une conséquence de ces vaccinations. Donc, Marc Doyer était là, évidemment, à Paris le 31 mars, et à la sortie donc de l'audience de Madame Lacombe, il interroge Madame Lacombe. Donc, Madame Lacombe, dit Marc Doyer, avez-vous quelque chose à dire aux victimes des effets secondaires des vaccins? Que répondez-vous aux familles qui ont perdu des proches après l'injection? Voilà. Donc, c'est pas des questions très, très méchantes. Il s'agit pas de bâillonner qui que ce soit. Et la réponse de Karine Lacombe, vous le savez sans doute, il y avait des journalistes de Nexus qui étaient là pour, immortaliser, si j'ose dire, cette réaction. Ça a été un doigt d'honneur. Voilà, un doigt d'honneur, même pas la parole. Hein, c'est effectivement un geste extrêmement peu honorable, ce doigt d'honneur qui situe hélas le niveau du personnage dans une vulgarité totale, à des questions extrêmement légitimes de la part de gens qui souffrent énormément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que de voir dépérir sa femme d'une maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est peut-être une des pires qui soit. Et donc voilà, le doigt d'honneur de Karine Lacombe. Enfin, franchement, je sais
pas quoi vous dire, si ce n'est que ça mériterait sans doute un nouveau conseil de l'ordre, parce que qu'un médecin, justement, qui est en plus un professeur praticien hospitalier dans les lieux les plus réputés eh bien, de Paris et de la France se permettent ainsi, en sortant d'une audience, de faire un dos d'honneur qui a été défendu, qui a été défendu par les institutions, par la PHP et par le Conseil national de l'ordre, en disant que simplement, Madame Lacombe rendait coup pour coup, eh bien, à ces affreux complotistes anti-vax qui étaient là pour bâillonner, eh bien, tout simplement, les porte-paroles de la lumière scientifique, voilà. Et donc, la déclaration de Bruno Megarban, donc autre personne qui avait été entendu en audience disciplinaire. Alors, un peu plus subtil, vous allez voir, il n'y a pas de d'honneur, mais on va voir que Bruno Megarban, lui aussi, hélas, mériterait au moins d'être appelé à l'ordre dans un débat que je vais ici mettre en évidence. Bruno Megarban nous dit, il est possible, on ne pourrait pas l'exclure, il est possible, dit Bruno Megarban, que certaines personnes aient eu des effets secondaires suite au vaccin. Ah oui, franchement. C'est-à-dire que je rappelle que dans le VRS américain et dans la base de données, donc le droit de vigilance de l'OMA, l'Agence européenne du médicament, il y avait 10 fois plus en un an de déclarations d'effets indésirables sur un seul vaccin que sur 20 ans sur l'ensemble des vaccins qui existaient déjà. Il nous dit qu'il est possible que certaines personnes aient peut-être eu des effets indésirables. Je vous renvoie sur les suites de A Victime, de Verity France, de tous ces effectivement associations qui très courageusement luttent pour que soient reconnus ces effets indésirables et même les morts voilà. Je n'ai jamais nié, nous dit Bruno Megarban, cela, donc il y aurait peut-être eu des effets indésirables, même si nous avons affirmé que la balance bénéfice-risque, que je vais y revenir, est toujours favorable et que le risque d'effets secondaires avec le vaccin était largement inférieur au risque induit par le virus lui-même, nous dit Bruno Megarban. Alors, on va voir que c'est délirant, c'est juste délirant de dire des choses pareilles. Et c'est vraiment, pour le coup, des fake news totales. Enfin, je veux dire, de manière très factuelle, si on confronte évidemment ce qui a été dit avec ce qu'on savait de la part des autorités elles-mêmes. Il ne s'agit pas. Je reconnais que dans un certain nombre de cas, nous dit notamment avec le vaccin AstraZeneca, il y a eu des effets secondaires graves directement attribuables au vaccin. Oui, bon, alors juste Anthony Rio, il est mort dès le mois de mars 2020. C'était un étudiant en médecine qui avait obligation de se faire vacciner pour continuer ses études. Il est mort avec un lot, je le rappelle, qu'on connaissait être dangereux, qui avait été interdit ce lot en Autriche et au Danemark. Mais là, l'INSM avait dit ouais, non, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, et donc. Évidemment, alors évidemment, devant les faits, on reconnaît comme toujours, quand vous êtes un bandit multirécidiviste, vous reconnaissez juste le braquage pour lequel on vous a arrêté, et puis tous les autres, vous dites que vous n'y étiez pas. Voilà, donc là, bon, comme évidemment, la pharmacovigilance a reconnu qu'Anthony Rio, qu'effectivement, Mélanie Mopa, etc., étaient morts des vaccins, bon, on va pas dire l'inverse, mais on va dire que c'était largement insuffisant pour remettre en cause cette balance bénéfice-risque. Alors, sur la balance bénéfice-risque, je vais y revenir. Et sur ce qu'on appelle les AMM conditionnels, les autorisations de mise sur un marché conditionnel, justement, eh bien, de ces injections géniques expérimentales. Je rappelle qu'il y avait 4 critères importants pour que l'EMA et le VARS, pareil aux États-Unis, la FDA aux États-Unis, puissent accorder donc ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Pourquoi conditionnelle? Parce que tout simplement, on reconnaît que le produit est encore en cours de développement, et c'est ce qui a été reconnu par la justice justement dans l'affaire Marc Gaulier, que les vaccins, au moment où ils ont été dispensés, étaient encore en phase 3, c'est-à-dire en phase d'expérience sur l'être humain. Donc, il y a 4 critères de l'Agence européenne du médicament pour qu'un produit donc médicamenteux puisse avoir une AMM conditionnelle. D'abord, le médicament répond à un besoin médical non satisfait. Autrement dit, il n'y a pas de traitement. Et ça a été évidemment toute la disqualification de la chloroquine puis de l'ivermectine pour dire non, ça ne soigne pas, puisque c'était la condition nécessaire dont on avait besoin pour mettre ensuite le vaccin en place avec une AMM conditionnelle. Il fallait qu'il n'y ait pas de traitement. Il est probable, deuxième critère, que le demandeur sera en mesure de fournir des données complètes après l'autorisation. Autrement dit, on attend que l'entreprise qui développe le médicament ait les moyens de continuer ses expériences sur recueil des données, ce qui était évidemment le cas pour Pfizer. On nous dit, voilà, le rapport bénéfice-risque du médicament est positif. Alors, je rappelle, moi, je suis mathématicien, donc quand on me dit positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que vous faites la différence de 2 critères numériques, et donc cette différence renvoie un nombre positif. Alors, comment vous établissez ce bénéfice-risque positif? Vous allez voir, eh bien, on n'en sait rien. Donc, 4e point, le bénéfice de la mise à disposition immédiate du médicament pour les patients est supérieur au risque lié au fait que des données supplémentaires sont encore requises. Autrement dit, ouais, bon, d'accord, on sait qu'on va trouver sûrement encore des petits problèmes dans les effets indésirables, mais on anticipe déjà que ce sera mineur comparé aux gains fournis par ces produits développés un peu rapidement. Voilà. Sauf que très vite, en fait, il y a eu ce qu'on appelle les EMALIX. Les EMALIX, c'est quoi? C'est des échanges mails
à l'intérieur de l'Agence européenne du médicament qui ont été révélés par une journaliste qui s'appelle Elia Sonia, en fait, qui disait que dès le début, on avait des gros doutes en réalité sur, eh bien, tout simplement, notamment les risques et la qualité donc de ces produits qu'on a injectés à des milliards, je rappelle quand même, à des milliards de gens sur cette planète, et même plusieurs fois, certains ayant reçu jusqu'à 6, 7, 8 doses. Encore aujourd'hui, je rappelle que les autorités de santé refont la promotion, eh bien, de ces vaccins ARN. Voilà. Donc, il y avait trois, ce qu'on appelle major concerns, c'est-à-dire problématiques importantes qui faisaient que cette fameuse AMM conditionnelle ne pouvait pas être accordée. D'abord, la qualité et l'intégrité de l'ARN. Il y avait dans l'ARN messager, donc qui est la technique vous faisant produire de la spike qui va être d'antigène, eh bien, une présence importante d'ARN tronqué ou modifié. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est justement ce qui fait que vous allez coder des protéines qui ne sont pas celles que vous souhaitez. Et alors là, vous savez ce que vous voulez. Et donc, justement, les fameuses protéines qui vont générer des maillets à prions risquent d'être produites parce que, tout simplement, le mécanisme de production de votre ARN n'est pas suffisamment intègre. Voilà. Il y a également un truc qui était très important, qu'avait déjà relevé l'EMA, c'était qu'il y avait une différence entre le processus de fabrication des lots cliniques et des lots commerciaux. Alors ça a été tout ce qui a été ce qu'on appelle le SV40, c'est-à-dire que effectivement, les produits qui ont été injectés n'ont pas ceux qui ont été testés, tout simplement, dans la mesure où les produits donc commerciaux qui ont été développés à grande échelle ont été par un processus de fabrication différent de celui des essais cliniques, ce qui faisait qu'il y avait notamment de l'ADN plasmidique qui était oncogène, c'est-à-dire qui développait des cancers. Hein, c'est le fameux SV40 qui a été caché, je le rappelle, par Pfizer notamment aux autorités de santé. Et d'autre part, eh bien, l'EMA avait déjà remarqué qu'il y avait une instabilité de l'ARN et des problèmes dans le contrôle de la qualité. On sait maintenant, on est quasiment sûr qu'en réalité, les autorités de santé en France, typiquement l'ANSM, n'ont pas vérifié, n'ont pas contrôlé la qualité des lots qu'ils ont libérés alors qu'ils ont obligation de le faire. Donc, on avait des gros doutes quand même sur les risques et donc sur, du coup, la balance bénéfice-risque. D'autre part, ce qu'on a su d'après les contrats qui ont été en partie divulgués dans certains pays, hein, je rappelle qu'en France, on n'a toujours pas la possibilité de dévoiler publiquement les contrats. Marc Doyer, en tant que plaignant dans l'affaire Baldan, d'ailleurs, a eu accès à ces contrats de Pfizer en France, mais il a interdiction, a priori, de les diffuser. Alors, au Canada, au Brésil, en Colombie, en Albanie, en République dominicaine, dans plein d'autres pays, on a pu avoir accès à ces contrats non caviardés, parce que les contrats, en plus, ont été caviardés. On rappelle que Michel Rivasi avait essayé, en tant que députée européenne, c'est pas rien, d'avoir accès à ces contrats et qu'elle avait raconté comment on allait lire les contrats. Et bien, non seulement ils étaient caviardés, mais vous aviez seulement une demi-heure dans une salle presque toute noire, sans notes, sans téléphone, pour lire ces trucs-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit dans les contrats de Pfizer qui sont standards, par contre, à quasiment tous les pays? Grand 1. L'acheteur reconnaît en outre que les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont pas actuellement connus et qu'il peut exister des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas actuellement connus. Donc, autrement dit, Pfizer vous dit, ouais, on ne sait pas du tout ce qu'il y a et peut-être qu'il y aura des effets indésirables qui vont apparaître. Les turbocancers étant typiquement ces effets indésirables qui n'étaient pas connus au moment de l'essai clinique. Voilà. Aucune garantie n'est indésirable, inacceptable. Autrement dit, il y a peut-être des effets qui tuent, mais c'est pas très grave. Pfizer ne garantit rien dans ses contrats. Les États s'engagent à indemniser, de défendre et tenir indemne Pfizer, BioNTech et leurs filiales, donc contre toute réclamation, action en justice, etc., résultant de l'utilisation des vaccins. Autrement dit, si jamais il y a des problèmes, nous, on est responsable de rien, c'est les États qui perdent. Donc, évidemment, si Pfizer se dégage de tout ça, c'est très bien que les risques étaient énormes. Voilà. Alors, sur la balance bénéfice-risque, du coup, alors on voit déjà que les risques, ils étaient tout à fait objectifs, que l'EMA en avait parfaitement conscience, que Pfizer en avait parfaitement conscience, puisqu'il a cherché justement, par ses contrats, à s'en protéger. Ça tombe bien parce qu'en plus, l'EMA, l'Agence européenne du médicament, n'a pas de définition de la balance bénéfice-risque. Hein, donc, c'est une définition qu'on appelle tautologique. Il n'existe évidemment aucune définition quantitative, notamment de cette balance bénéfice-risque. Donc, je cite, là, je vais citer les textes réglementaires de l'Agence européenne du médicament elle-même. Rapport bénéfice-risque, 2 points. Il s'agit d'une évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament par rapport au risque, c'est-à-dire tout risque relatif à la qualité, à la sécurité ou à l'efficacité du médicament en ce qui concerne la santé des patients ou la santé publique. Voilà. Donc, le rapport bénéfice-risque, c'est quand il y a des bénéfices et des risques. OK, super. Mais vous n'êtes pas plus avancé. Il n'y a pas de définition quantitative, il n'y a pas de méthode pour aller calculer objectivement une balance bénéfice-risque. Voilà. Donc, l'EMA reconnaît explicitement qu'il n'existe pas de définition standardisée ni de méthode quantitative obligatoire pour la balance bénéfice-risque. Ce qui ne nous empêche pas, M. Megerban, de dire qu'elle était évidemment positive. L'approche reste qualitative, mais relève en dernier lieu d'un jugement d'expert. Donc, c'est quoi une balance bénéfice-risque positive? C'est un mec dans un comité à l'EMA qui dit, la balance bénéfice-risque est positive. Voilà.
Et donc, dans tous les rapports qui ont autorisé des AMM conditionnels, effectivement, du Covid-19, donc j'ai dit dans les 4 critères, il y avait l'idée que la balance bénéfice-risque devait être favorable. Et bien, tout simplement, on s'est contenté d'affirmer comme ça, sans aucune justification, que, eh bien, il était tout à fait clair pour Pfizer, pour AstraZeneca, que les bénéfices, eh bien, étaient supérieurs au risque. Voilà, mais il n'y avait aucun chiffre, rien. Et nous, on avait trouvé avec les gens du Conseil scientifique indépendant comment, effectivement, l'ANSM, notamment, essayait de redéfinir elle-même une espèce de pseudo manière quantitative d'aller chercher cette balance bénéfice-risque en mentant, bien sûr, notamment sur la fréquence des risques. Voilà. Alors, ce qui est tout à fait dommage parce que l'EMA dit ouais, il n'y a pas de manière en gros calculatoire, chiffrée, objective de définir une balance bénéfice-risque pour donc un médicament notamment prophylactique, alors que cette discussion a déjà existé. C'était la très fameuse controverse qu'on a oubliée, hélas, qui n'est quasiment plus enseignée, c'est tout à fait dommage, entre Bernoulli et d'Alembert sur l'inoculation de la variole. Parce qu'évidemment, le principe de la vaccination, donc en gros, vous injectez de manière contrôlée un agent pathogène de sorte que eh bien, le corps développe des anticorps, mais de sorte que la quantité de pathogènes que vous introduisez dans le corps est suffisamment petite pour que si vous deviez faire une maladie, ce soit pas trop grave. Donc ça existait déjà sur la variole. On connaissait déjà des manières donc d'inoculer la variole, hein, la variole qui est cette maladie de peau donc assez effectivement atroce. Et d'ailleurs, je rappelle qu'on a essayé de nous refaire le coup de la variole avec la variole du singe. Il n'y a pas si longtemps que ça qui allait tous nous effectivement emporter, pour lesquels heureusement on avait trouvé un vaccin. Voilà. Et donc Bernoulli et d'Alembert se sont donc c'était Bernoulli était ce qu'on appelle un inoculiste. Il était pour effectivement qu'on inocule tout le monde, notamment les enfants. Là où d'Alembert lui a montré par A plus B, et c'est le raisonnement que je vais refaire, que tout simplement, il n'y avait aucune manière, même si la balance bénéfice-risque objective était favorable, eh bien, il n'y avait aucune manière rationnelle de convaincre quelqu'un de s'inoculer ou de se vacciner. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'a fait d'Alembert? Il a fait un petit calcul que je vais vous présenter. Vincent, oui. Juste, je te demanderais peut-être d'accélérer un peu parce que je sais où tu en es et il est déjà pratiquement 8h30. Voilà. Alors, du coup, je passe, voilà. Donc d'Alembert prend un modèle en disant voilà, on sait que l'inoculation, quand elle marche, eh bien, permet de gagner 30 ans d'espérance de vie sur la population, mais simplement, quand vous inoculez, vous avez une chance sur 5 de mourir. Voilà, donc c'est le calcul que fait d'Alembert en disant du coup, c'est très simple. Au niveau populationnel, l'État gagne énormément à ce que les gens se fassent injecter, puisqu'il va gagner 30 ans d'espérance de vie sur l'inoculation. Par contre, il y a juste un problème, c'est que vous, quand vous faites inoculer votre enfant, il a une chance sur 5 de mourir immédiatement. Et la question que pose d'Alembert, c'est est-ce qu'on peut imposer effectivement un risque de 20% de mourir pour éventuellement gagner de l'espérance de vie de manière collective. Et d'Alembert a très bien compris que le raisonnement qu'on peut faire au niveau d'une population, c'est-à-dire sur un ensemble, on ne peut pas le faire au niveau individuel. Et là, donc, je vais vous lire effectivement de manière exhaustive ce que disait d'Alembert, parce qu'il avait tout compris. Et il suffisait de revenir tout simplement aux déclarations d'Alembert, à sa philosophie, pour voir que même quand elle est favorable, ce que je viens de vous présenter, la balance bénéfice-risque donc ne peut pas s'appliquer à l'individu. Donc, je cite d'Alembert, on a trop confondu l'intérêt que l'État en général peut avoir à l'inoculation avec celui que les particuliers y peuvent trouver. Ces deux intérêts peuvent être fort différents. Par exemple, dans l'hypothèse que nous venons de faire, donc celle que j'ai présentée, il est certain que l'État gagnerait à l'inoculation puisqu'en sacrifiant un citoyen sur 5, la société serait assurée de conserver ses autres membres sains et vigoureux jusqu'à l'âge de 100 ans. C'était son hypothèse de calcul. Cependant, nous dit d'Alembert, nous venons de voir que même dans cette hypothèse, il n'y aurait peut-être pas de citoyen assez courageux ou assez téméraire pour s'exposer à une opération où il risquerait à 1 contre 4 de perdre la vie. C'est que pour chaque individu, l'intérêt de sa conservation particulière est le premier de tous. L'État, au contraire, considère tous les citoyens indifféremment, ça c'est important. En sacrifiant une victime sur 5, il lui importe peu, soit conservé. Donc voilà, il y a rien d'autre à dire, il avait tout compris, c'est très clair. Il dit même si vous faites des calculs tout à fait objectifs, parce qu'on n'est même pas capable de faire l'EMA, dans la mesure où les risques ne sont même pas évalués, d'Alembert vous dit oui, évidemment, pour l'État, sacrifier Paul pour sauver Pierre et Jacques, c'est tout à fait acceptable. Sauf que Paul, lui, il n'a pas envie de mourir juste pour sauver Pierre et Jacques, parce qu'il dit pourquoi moi et pas les autres. Et donc on voit tout le problème de cette idée de balance bénéfice qui, de toute façon, même si elle est définie que au niveau populationnel et pas du tout au niveau individuel. Effectivement, donc peut-être qu'on va sauver des gens, mais pourquoi tuer Maxime Beltra, en gros,
pour sauver papy-mamie, effectivement, dans les EHPAD. C'est un petit peu la question qui s'est posée, c'est pour ça que Vérité France est née. Voilà. Et donc, je reviens pour conclure à deux déclarations, une de Hannah Arendt, l'autre d'un certain Leclerc, qui était président de la Convention, sur effectivement l'idée que les citoyens, en fait, ne sont pas libres. Donc, Leclerc, président de la Convention, le 12 décembre 1793, déclarera notamment sur les enfants, qu'il faut forcer à vacciner, à être vaccinés. Dans une république, les enfants appartiennent à la patrie plus qu'à leur père, et les droits particuliers de la nature doivent céder à l'intérêt puissant d'une grande société qui a le droit de forcer chacun de ses membres à vouloir ce qui est utile à tous. Voilà, on a le droit de tuer vos enfants si l'État y voit son intérêt, c'est exactement, eh bien tout simplement le problème de la vaccination obligatoire. Et donc on voit très bien que en France, notamment dès le XVIIIe siècle, malgré ce qu'on nous a bassiné sur la Déclaration des droits de l'homme et des droits de l'homme et du citoyen, qui était soi-disant la liberté des gens de pouvoir s'autodéterminer, qu'en fait ça n'existe pas. Et donc il y a une critique que je citais de Hannah Arendt justement sur la Déclaration des droits de l'homme. Le second paradoxe de cette déclaration, donc, c'est que la déclaration ne dit pas ce qu'elle paraît dire. Plus précisément, nous dit Hannah Arendt, elle affirme deux fondements de la souveraineté, où elle juxtapose la souveraineté de l'homme sous forme de l'autonomie et la souveraineté du peuple sous la forme de l'État-nation, comme s'il avait deux droits et deux sujets du droit, donc un droit universel de l'autonomie individuelle et un droit politique de la souveraineté populaire. La déclaration des droits de l'homme est du citoyen, mais en fait, l'homme des droits n'est affirmé que pour disparaître aussitôt au profit du peuple. La souveraineté de l'homme pour la souveraineté populaire. Donc voilà, autrement dit, si l'État dit, ouais, vous allez peut-être mourir, et ça de manière hasardeuse en jouant à la roulette génétique des vaccins ARN, c'est pas très grave parce que nous avons estimé, ce qui était en plus complètement faux, que la balance bénéfice-risque était favorable. Nous allons sauver papy-mamie à 85 ans, mais éventuellement, on tuera Maxime Beltra, on tuera Anthony Rio, on tuera Sonia Benaria, mais c'est nous qui vous l'imposons pour nos propres calculs. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que, en réalité, quand M. Megarban dit que la balance bénéfice-risque était favorable, c'est juste à nouveau un mensonge, c'est juste à nouveau un bonimenteur. Et moi, je pense personnellement qu'il mériterait une nouvelle convocation devant le Conseil de l'Ordre pour qu'il puisse s'exprimer. Toutes les discussions ont été faites, à la fois sur l'objectivité de la balance bénéfice-risque au niveau de l'OMA et sur la discussion entre Bernoulli et d'Alembert, qui n'est pas enseignée, je tiens à rappeler, dans les facs de médecine, alors que c'est une discussion canonique, en réalité, que chacun devrait connaître parce qu'elle dit très bien les choses. Oui, on va gagner au niveau de la population, peut-être, parce qu'il faudrait en plus que les chiffres puissent être établis, que les modèles puissent être justes. Mais de toute façon, on s'en fout, parce que en fait, chaque individu a le droit de décider, parce qu'aucune raison d'exposer un individu à la mort de manière arbitraire pour en sauver deux autres. Ça ne peut marcher que si les individus sont interchangeables. Voilà, je vous remercie Nicolas pour effectivement m'avoir écouté. Et à nouveau, on a tellement à apprendre de la philosophie, à nouveau, et des esprits brillants de notre siècle. Et comme l'a dit si bien Oscar, c'est dommage de faire toute la philosophie allemande pour en arriver à Marx. C'est dommage de faire toute la philosophie d'Alembert pour en arriver à Melgarban.